Bien, merci Alain pour l'invitation, merci au Temps des Cerises pour cette invitation qui me permet de présenter les travaux que l'on conduit effectivement avec un certain nombre de collègues et en spécial avec Émilie Ramillien qui est ici présente et avec qui j'ai fondé ce laboratoire d'innovation au sens large, social, écologique, etc., qui s'appelle Origins Media Lab et qui est basé à Clermont-Ferrand. Mais beaucoup de chercheurs d'ailleurs de Clermont-Ferrand participent à ce projet de recherche un peu alternatif, on va dire. Et aujourd'hui, donc, on vient vous présenter tout ce chantier que l'on mène depuis maintenant presque 10 ans. Ça a commencé en 2006 parce qu'effectivement, on a eu la chance de pouvoir vivre le moment où Evo Morales est donc porté par les mouvements sociaux et indigènes en Bolivie, est arrivé au pouvoir. Et à partir de 2006, la première revendication indigène qui était dans les tuyaux depuis bien longtemps était celle d'organiser, de convoquer une assemblée constituante qui puisse enfin représenter les 62, 65 ou plus % de la population bolivienne, qui est une population qui s'autoqualifie d'indigène. Donc c'est la première fois en fait où une constitution politique allait être écrite par des mouvements indigènes, par les communautés indigènes. Et c'est à l'issue de cette assemblée constituante que s'est créée la première constitution qui donne le statut de sujet aux entités de la nature, mais non seulement aux entités de la nature au sens large, les rivières, les montagnes, les animaux en général, etc., mais aussi aux entités des cosmologies indigènes, c'est-à-dire par exemple les entités futures ou les entités passées. Donc une constitution politique qui est à la fois moderne, parce que là, le propre d'une constitution c'est d'être quelque chose de moderne, c'est quelque chose qui est hérité des pays occidentaux, et en même temps ouverte justement aux cosmologies traditionnelles, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, et c'est cela qu'on a pu étudier pendant plusieurs années en Bolivie, et je viens justement vous exposer un peu tous les résultats de cette reconfiguration constitutionnelle, et qui a donné naissance notamment à la fameuse loi de la mer-terre de 2011, et également à d'autres initiatives, parce que le cas bolivien a ensuite inspiré le cas équatorien, et récemment le cas de la Nouvelle-Zélande qui vient, il y a très peu de temps, de donner la personnalité juridique à une des plus grandes rivières en Nouvelle-Zélande, en suivant justement là encore une fois les préceptes des communautés indigènes de Nouvelle-Zélande. Voilà, donc je vais essayer de vous exposer cela d'une manière assez complète, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le but étant justement d'essayer de débattre sur l'efficacité de ces droits de la mer-terre ou droits de la terre-mer qui ont été expérimentés en Amérique latine. Alors pour mettre en contexte un peu toute cette question, je voudrais vous exposer une expérience que je viens de vivre il n'y a pas très longtemps. À Paris, j'étais invité à exposer ce même type de présentation lors des ateliers préalables à la COP 21. Et vous savez qu'à la COP 21, c'est la première fois où moi je vois véritablement des scientifiques venir présenter avec leur PowerPoint devant un auditoire assez pluriel des conclusions assez catastrophistes, en tout cas qui signalent une certaine urgence écologique assez poussée. C'est même pas une urgence écologique, c'est carrément une panique à certains moments. Et on a essayé, la science aujourd'hui essaye de donner un nom à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et on a choisi d'utiliser le mot anthropocène. Et l'anthropocène, c'est tout simplement une nouvelle ère géologique. C'est la première fois que les géologues constatent en fait que la première force géologique du système Terre est devenue l'anthropos, c'est-à-dire l'être humain. Et partout dans le monde, les géologues commencent à constater, lorsqu'ils font des explorations par le biais des carottes, ils arrivent à voir
qu'il y a une nouvelle ère géologique qui est en train de se constituer, faite de pollution en plastique, en CO2, etc. etc. Et en fait, c'est la première fois dans l'humanité où des êtres vivants laissent une empreinte aussi dans l'histoire du monde même, aussi forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que l'être humain est plus puissant que des séismes, est plus puissant que des volcans, est plus puissant même que les dinosaures, parce que les dinosaures ont laissé très peu de traces dans les couches géologiques. Et donc, en fait, on est en train de vivre, nous, notre génération, notre société, et on est en train de vivre quand même un changement d'ère géologique, ce qui est quand même assez particulier. On a ce privilège, entre guillemets, de vivre un changement qui n'avait pas été réalisé depuis des milliers et des milliers d'années. Et tout simplement, aujourd'hui se pose la question de la fin de notre civilisation. Et parfois, certains emploient des climatologues, mais aussi des physiciens, des écologues en général, qui expliquent qu'enfin, on peut aujourd'hui poser la question de la fin de notre civilisation et plus largement de la fin de notre espèce humaine, voire la fin du monde en quelques résumés qu'on peut donner à cela. Donc il y a une urgence climatique qui est quand même assez forte, et donc aujourd'hui se pose la question comment faire pour enfin faire quelque chose, parce que les tentatives ont été nombreuses, hein. Tous les comportements éco-responsables, qu'on les appelle, qui n'ont pas marché du tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir même la plus grande volonté au monde de pouvoir faire des tris, faire tous ces petits préceptes, toutes ces petites actions écologiques, mais dont l'impact n'est pas vérifié. En tout cas, ça ne suffit pas du tout. Et donc il y a plusieurs solutions qui sont aujourd'hui débattues. Par exemple, la géo-ingénierie, qui est le nouveau terme à la mode, qui a eu un écho très favorable à la COP 21. Donc la géo-ingénierie, c'est très simple, c'est de dire effectivement, aujourd'hui on ne peut plus rien faire contre le réchauffement climatique. Ça, c'est complètement foutu, parce que même si on ne faisait rien, hein, la climatologue qui a ouvert le débat de la COP 21 a dit, dans tous les cas, même si on ne fait plus rien du tout, c'est-à-dire on ne consomme plus rien, on n'utilise aucune voiture, rien, on reste immobile pendant 1 an par exemple, malgré tout, les effets du CO2 de 1850 sont encore aujourd'hui en train de réchauffer la planète. C'est-à-dire que c'est un effet qui s'étale sur le long terme. Du coup, aujourd'hui, il y a un nouvel entrepreneuriat, une nouvelle pensée, une nouvelle théorie ingénieuriale, scientifique, qui dit il faut manipuler, la seule solution qu'il en est, c'est manipuler à la sphère du globe, ça c'est des éléments scientifiques, hein. On doit manipuler le climat à la sphère, à l'échelle du globe, pour pouvoir limiter, ou en tout cas contrecarrer les fameux 2 degrés de réchauffement climatique que l'on va subir dans tous les cas. Et donc, par exemple, il y a des idées absolument concrètes qui sont testées, par exemple, celle d'émettre des tonnes et des tonnes de soufre dans l'atmosphère pour réduire le rayonnement solaire et permettre à la Terre de ne pas recevoir suffisamment d'atténuer les rayonnements solaires et ainsi arriver à un climat, on va dire, sobre. Donc plein de tentatives en géo-ingénierie, les entreprises sont en train de financer beaucoup ce genre d'initiatives, parce que les entreprises, elles paniquent aujourd'hui, étant donné que s'il n'y a pas de monde, elles commencent à comprendre que s'il n'y a pas de monde, il n'y a même pas de marché, quoi, il n'y a même pas d'économie. Sauf certains libéraux d'ailleurs, penseurs libéraux qui disent « mais c'est super, l'anthropocène, la fin du monde, c'est enfin l'explosion du vrai marché, du vrai libéralisme ». Eux, ils préféraient même avoir qu'un marché, même si, quitte à ne pas avoir de monde, c'est quand même très original, parce qu'on peut s'émanciper du monde, mais pas du marché quand même, c'est philosophiquement assez fort. Et par rapport à ces initiatives, il y a d'autres théories qui sont en train d'émerger, ce qu'on appelle les nouvelles théories du rationnement. Par exemple, on doit imaginer des méthodes de rationnement très pragmatiques, c'est-à-dire que par exemple, tous les jours, vous avez 20 litres d'eau par personne avec une carte et des compteurs,
Et à chaque fois que vous voulez prendre une douche, vous passez votre carte et le compteur vous signale qu'il vous reste 10 litres à consommer dans la journée. Des choses comme ça qui sont aujourd'hui explorées de manière très concrète et véritable et qui sont débattues dans des grandes assemblées scientifiques, ingénieriales, etc. Sans parler du transhumanisme, bien sûr, même le post-humanisme, c'est-à-dire certaines théories qui disent laissons le monde aux autres espèces non humaines, justement, pour que la bonne manière de gérer la fin du monde, ça serait de laisser la place aux non-humains. Ou d'autres théories beaucoup plus marxistes, comme l'accélérationnisme. Hein, j'ai une citation assez géniale de Steven Chaviro, qui est le pape de l'accélérationnisme, qui est une nouvelle théorie marxiste, qui dit « L'accélérationnisme proclame que la seule manière de dépasser le capitalisme est de pousser sa logique à l'extrême, c'est-à-dire d'exacerber ses tensions écologiques, parce que c'est une théorie écologique, ces tensions écologiques internes, en accélérant le développement technologique, commercial, économique, le paradigme de la croissance, afin que le système implose, en fait, implose de lui-même. Et ça serait la meilleure solution écologique pour lui, et pour tous ces théoriciens, qui sont à la fois des philosophes, des scientifiques, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'accélérationnisme, et qui est donc une théorie assez vertigineuse. Et on verra que les marxistes ont des solutions écologiques assez radicales. Donc par rapport à toutes ces solutions, justement, il y a une autre solution qui est expérimentée, ou en tout cas qui a été proposée par d'autres collectifs humains sur la planète, et qui est justement le collectif humain indigène, et moi je dirais même un collectif humain et non humain indigène, lors de l'Assemblée constituante bolivienne qui s'est déroulée depuis 2006 et qui a duré jusqu'en 2009. Alors juste pour retracer un petit peu le débat, parce qu'à cette époque-là, justement, on faisait notre terrain en Bolivie, et je travaillais pour le gouvernement bolivien, et le jour où l'Assemblée constituante a été inaugurée, on a vu quelque chose d'absolument génial. Moi, j'étais à La Paz avec le ministre de l'économie, et on regardait dans les grandes télés ce défilé des mouvements indigènes qui, pour la première fois, étaient convoqués pour élire, pour fabriquer, pour produire, pour créer la nouvelle constitution politique bolivienne. Et donc des communautés indigènes de partout de la Bolivie, il y a plus de 60 ethnies en Bolivie qui ont convergé vers la capitale Sucre, la capitale historique. Et ce qui était intéressant, c'est que le ministre qui était avec nous à ce moment-là, il voit toutes ces communautés, tous ces peuples indigènes arriver avec tous leurs habits, des plumes, des animaux, des peaux de bêtes, etc. Et il dit une phrase en espagnol assez intéressante, parce qu'il dit « Se están entrando con todo », ça veut dire « ils sont en train d'entrer dans le théâtre, là où les ateliers de la Constitution s'organisaient, ils sont en train d'entrer dans ce lieu avec tout. Et en fait, c'était intéressant parce que sans faire exprès, il était en train de véritablement comprendre ce qui se passait, c'est-à-dire que les communautés indigènes entraient pour la première fois dans l'Assemblée constituante, c'est-à-dire entraient en politique, alors qu'elles avaient été écartées pendant toute la colonisation depuis 500 ans. Et en même temps, en entrant, ils sont rentrés avec toute leur cosmologie, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec les jaguars, avec les montagnes, avec les rivières, avec toutes les entités que eux, ils pensent ne pas être des entités naturelles, c'est-à-dire des entités environnantes, des entités qui ne font pas partie de la société, mais ils sont rentrés en politique parce que ce sont des sujets. C'est-à-dire que, par exemple, dans la pensée animiste amazonienne, le jaguar, c'est l'oncle de la famille, la montagne, c'est le grand-père qui était là, etc. Donc, le propre de l'animisme et de l'indigénisme, pour aller vite, en Amérique latine, c'est justement de penser que toutes les entités du monde ont la même intériorité, c'est-à-dire la même âme, la même composante interne, quoi. Et donc tout le monde a le droit à être sujet, en quelque sorte. Donc cette assemblée constituante s'ouvre en 2006,
Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est que énormément de constituants vont défendre ces positions-là. Alors j'ai quelques éléments qu'on a retracés justement dans nos différents articles. Par exemple, les positions animistes, c'est-à-dire les positions des communautés qui viennent d'Amazonie, donc qui défendent cette vision-là. Je vous cite par exemple une allocution d'un constituant. Dans nos cosmovisions, on considère que le monde, dans sa totalité, est vivant. Les plantes, les animaux, les gens, les rochers sont des sujets. Les êtres humains ne sont pas supérieurs, mais une part de même importance dans la trame de la vie. On demande licence pour procéder à de légères modifications afin de satisfaire des nécessités immédiates. On a une relation de réciprocité avec la vie non humaine. De l'autre côté, un autre constituant animiste qui va proposer une allocution qui vraiment fera date parce qu'elle servira de base à l'écriture du préambule de la Constitution. Donc je vais vous lire ce préambule, cette proposition de préambule qu'il fait et qui sera la proposition qui sera retenue dans la version finale. Donc rappelez-vous un peu la Constitution politique française, ce qu'elle est, et afin de la comparer. Donc il dit « En des temps incommensurables, les montagnes furent, les vallées apparurent, les fleuves imposants se sont déplacés et tout fut recouvert de verdure fulgurante et de fleurs multicolores par milliers. Nous, les êtres vivants, avons peuplé la mer terre sacrée de visages différents et nous, les humains, avons donc compris que depuis lors, la pluralité explique la pluralité actuelle des choses et notre diversité en tant qu'être et culture. » Donc c'est vraiment cette position assez originale de dire tout est sujet en fait. On a toutes ces entités du monde, que ce soit les plantes, les animaux, les montagnes, les rivières, ont le droit d'être respectés comme des véritables sujets politiques et comme des véritables sujets de droit. Ces positions de l'animisme amazonien, des communautés amazoniennes, va faire écho avec les positions analogistes, qui sont les positions des communautés andines, cette fois-ci, des hauts plateaux boliviens, donc de la région de La Paz, toute la cordillère des Andes, La Paz, Potosí, Oruro. Et donc, par exemple, à une position, la nouvelle fraternité d'un constituant du MAS, du parti d'Evo Morales, la nouvelle fraternité qui se dessine dans la nouvelle constitution qu'on est en train d'écrire, devra fixer les règles de l'humanité qui incluent tous les citoyens boliviens. Mais le défi est de créer un nouveau système qui respecte la Pachamama, donc, qui est l'entité sacrée représentant la mère Terre. La limite écologique de la nouvelle constitution est celle de respecter notre mère Terre qui a souffert et souffre encore aujourd'hui des douleurs causées par la société capitaliste. Alors, juste pour rigoler un peu, parce que imaginez les ateliers quoi, dans l'Assemblée constituante, où vous avez les animistes qui sont là, qui parlent à des jaguars. Vous avez les analogistes qui croient à la Pachamama comme l'élément sacré et collectif unissant tous les êtres de la Terre-Mère. Et de l'autre côté, vous avez des constitutionnalistes formés à la Sorbonne, des doctorats dans tous les sens aux États-Unis, hein, qui croient et qui vraiment pensent que la seule version politique possible, c'est la version d'une constitution républicaine standard, hein, et qui hallucinent devant les débats qui se tiennent pour savoir si on donne le statut de sujet de droit aux montagnes ou aux rivières. Et donc par exemple, certains vont dire la chose suivante: la nature et la société sont les composantes de la réalité objective, au-delà des mythologies dont on débat ici. La pensée scientifique est la seule qui puisse éclairer cette réalité objective. Le philosophe est le seul qui permette à l'homme d'accéder à la réalité objective de la société et de la nature. Le scientifique est celui qui permet à l'homme d'accéder à la réalité objective de la nature. Et un autre qui est très intéressant, un marxiste cette fois-ci, comme quoi c'est ça qui est intéressant avec la proposition bolivienne, c'est qu'elle porte une critique féroce et fondamentale au capitalisme néolibéral, mais aussi féroce au marxisme et au système de la planification et au système philosophique marxiste qui pense qu'il n'y a que de la matière. Donc, par exemple, il dit la chose suivante: « Je dois commencer en signalant que nous sommes partis de la reconnaissance de l'existence de la réalité objective. » C'est toujours cette réalité objective. L'homme, la nature et la société interagissent mutuellement et à partir de cette interaction,
les transformations existent dans la personnalité de l'homme, où les différentes cultures indigènes se sont développées en relation avec des philosophies locales et métaphysiques. Toujours la même chose. Les indigènes, c'est bien sympa. Folkloriquement, c'est très sympa, il faut les écouter, ils ont une très belle musique, ils fabriquent des très jolis objets et de très beaux vêtements, mais dès qu'ils pensent à agencer le monde et à proposer politiquement des choses, non, là, c'est un peu trop, c'est de la croyance. Les indigènes devraient rester au statut de culture et au statut de représentants de mythologie, c'est religieux, quoi. Être indigène, c'est religieux. C'est sympa, mais c'est religieux, quand même. Donc, pour un laïc européano-centré, ça fait toujours un peu mal. Donc, ils disent la chose suivante, la nature est toujours la même. Très intéressant. La nature est toujours la même. À partir de la nature, les institutions hétérogènes peuvent se développer. Le défi est que nous devons éduquer, marxiste, scientifique. Lui, c'était donc un constituant, c'était le directeur de l'OMSA, donc la grosse université de La Paz, publique. Le défi est que nous devons éduquer les peuples indigènes à la pensée philosophique et à la pensée scientifique. Merci beaucoup, c'est vrai que sans ça, on ne peut pas exister dignement dans une vie. Caricaturé. Sans effacer les particularités culturelles. Donc c'est assez intéressant parce que c'est toujours la même chose. Les savoirs indigènes, quand ils s'expriment, c'est sympa, c'est de la culture. Mais ça devrait rester juste de la culture. Ou des croyances, pire, des croyances. Ouais, on respecte vos croyances, mais c'est des croyances. C'est pas de la philosophie, c'est pas de la science, c'est pas du savoir, c'est des croyances. Donc voilà, les débats étaient très chauds lors de la Constitution, et malheureusement pour les naturalistes, comme on les appelle, les scientifiques, les marxistes, ils ont perdu, ils perdent lors de l'Assemblée constituante, et c'est la Pachamama qui gagne, c'est-à-dire qu'il y a une convergence, il y a une vraie convergence entre les animistes, les analogistes, et certains constituants du monde moderne, notamment les féministes, qui vont s'associer aux animistes de l'Amazonie et aux populations indigènes des hauts plateaux, pour dire bien sûr qu'il faut défendre la terre-mère sacrée, parce que la terre-mère sacrée, c'est aussi défendre enfin une équité de genre, une équité entre les hommes et les femmes. Donc cette alliance entre le féminisme radical des villes et en même temps les animistes de l'Amazonie et les communautés indigènes de l'Altiplano, c'est ça qui va faire que la majorité de la Constitution va voter la fameuse Constitution pour la Pachamama. Alors revenons, juste avant que je vous présente exactement quel est ce paradigme nouveau du droit de la terre-mère, revenons sur le paradigme classique, anthropocentré, européen, on va dire, du droit, ou en tout cas hellénocentré, en faisant référence à la Grèce, hein, parce qu'apparemment on est tous grecs. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus, certains ne sont pas grecs. Hein. Moi, je ne suis pas très grec, hein. Enfin un petit peu, mais on a d'autres racines intellectuelles que la Grèce. Quand même. Bref, le paradigme classique du droit dit la nature au départ, est une entité dangereuse. Et il faut s'en protéger. Les êtres humains doivent bâtir des contrats sociaux exclusivement passés entre humains. Le contrat social, c'est ça, hein, de Hobbes, le contrat social de Rousseau, le contrat social, toute la philosophie du contrat social, c'est penser la politique, donc la représentation, donc l'espace public, donc l'État, donc les lois, tout ça, entre humains. Et c'est quand même génial, quand vous expliquez ça à des communautés indigènes, mais vous dites, mais comment vous avez réussi à vous extirper de la nature ? En fait, parce qu'on en avait peur, donc ça c'est l'une des explications, bien sûr. La conception traditionnelle occidentale du droit de l'environnement se situe dans cette philosophie-là. C'est-à-dire que la nature est perçue comme un danger, il faut s'en protéger, et donc la Constitution, le droit, permet aux êtres humains de s'émanciper de la nature, et c'est à partir de là qu'on va dominer cette nature. Et même, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand vous réfléchissez par exemple au droit de la propriété privée, la propriété privée, c'est justement s'approprier de la nature, des entités de la nature, pour
les rendre actifs, c'est-à-dire pour rendre toutes ces entités non humaines des objets au service des seuls sujets qui existent politiquement, c'est-à-dire les êtres humains. Dans la même lignée, depuis 40 ans, il y a un nouveau paradigme qui est celui de l'éco-responsabilité, le droit de l'environnement, etc. Fabuleux, le droit de l'environnement, toujours dans ce statut contextuel. L'environnement, c'est ce qui environne, alors que justement, c'est ce qui est posé comme limite par la Constitution bolivienne. Donc le paradigme de la responsabilité, tel qu'il est aujourd'hui dans le droit de l'environnement européen, est le suivant. C'est si tant qu'un être humain n'est pas affecté par une pollution ou par une conséquence sur la nature n'a pas véritablement de porte-parole qui la défende. C'est que parce que l'acte de pollution a des effets sur d'autres êtres humains qu'on doit en fait protéger la nature. Effectivement, il faut protéger la nature parce que la nature, elle est forte et elle peut avoir des conséquences sur nous-mêmes. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, c'est le paradigme de la fameuse phrase, le paradigme de Chirac, hein, qui est toujours dans cette même ligne, la maison qui brûle. L'environnement, la nature, c'est quand même une maison, c'est un contexte. Et il faut s'en préoccuper parce que si la maison brûle, bah, c'est nous qui allons brûler avec. Mais c'est toujours la même idée que la nature est un environnement. Hein, et un environnement. Alors, le paradigme animiste ou indigéniste du droit de la terre-mère suppose que, au contraire, tout être vivant, ou en tout cas tout être présent dans la cosmologie du monde, est une entité qui a le droit de pouvoir prétendre au statut de sujet. Et c'est une tradition qui, bien sûr, tend à questionner l'anthropocentrisme des paradigmes classiques et qui ouvre des voies complètement nouvelles, parce que cette fois-ci, ce n'est pas comme, vous savez, les fameux droits à polluer. La philosophie du droit à polluer, c'était de dire, effectivement, il y a un problème de pollution, effectivement, il y a un gros problème écologique. Mais on va demander au marché de réguler la question, on va émettre des droits à polluer, et donc ceux qui polluent trop, ils peuvent effectivement aller voir la communauté indigène du Brésil et leur demander, et leur acheter des droits à polluer, et ainsi équilibrer la pollution, on va dire, tolérable au niveau mondial. Là, c'est le droit qui parle, c'est-à-dire que quand c'est le droit, bah, t'es complètement limité, parce que sinon tu as ce couperet fabuleux que permet le droit. Donc ce paradigme de la terre-mère suppose la fin du concept d'environnement. Les entités de la nature sont conçues comme de véritables sujets de droit. Donc aujourd'hui, la Bolivie continue à travailler sur les droits spécifiques, le droit de la Pachamama, l'Équateur qui a repris la même initiative, le même type d'initiative, réfléchit aux droits des rivières, aux droits des forêts, aux droits des animaux, etc., dans quel cadre on l'utilise, et ainsi de suite. Et donc la société devient une agglomération d'entités humaines et non humaines, et donc la politique et l'économie politique, finalement, ce n'est plus une affaire d'êtres humains entre eux, mais c'est une affaire de toutes les entités qui composent le monde. Donc la Pachamama, c'est cette entité collective. D'ailleurs, dans la loi de la Mère-Terre en Bolivie, la Pachamama a un statut coopératif d'intérêt général. C'est un sujet collectif, indivisible, à la fois sacré, mais surtout politique. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que l'expérience bolivienne, ce ne sont pas juste des indigènes qui ont montré au monde qu'ils avaient des traditions, mais ils ont montré au monde qu'ils étaient capables de faire de la politique, et de la politique moderne, de la politique du futur, en érigeant des figures sacrées, mais extrêmement politiques, extrêmement puissantes de ce point de vue-là. Alors, pour résumer un peu les grandes lignes de ce droit de la terre-mère, hein, en Bolivie, il y a la terre-mère a les droits spécifiques suivants: le droit à la vie, le droit à la diversité de la vie, le droit à l'eau, la terre, mer et son écosystème, la Pachamama, a un droit à l'eau,
a un droit à l'air propre, un droit à l'équilibre, un droit au rétablissement, et ça, entre guillemets, ça fout vraiment les jetons à toutes les initiatives marchandes qui sont faites, même les initiatives développementistes du propre gouvernement. Et je vois venir la question, mais Evo Morales, il est développentiste, il ne fait pas des choses pour l'environnement seulement et compagnie, c'est vrai, mais parce que l'Assemblée constituante, c'est pas Evo Morales qui l'a écrite. Il y a une différence radicale entre Evo Morales et les gens qui ont construit cette loi et cette constitution. Et bien sûr, le droit de vivre sans pollution. Alors cet exemple bolivien va inspirer donc la constitution politique de l'Équateur, qui va reprendre un peu la même philosophie et qui va mener à une nouvelle constitution aussi en Équateur, qui est la constitution politique, qui donne tout un chapitre qui a fait date consacré aux droits de la nature. Et pour la constitution équatorienne, on retrouve à peu près les choses suivantes dans ces considérations. La nature ou Pachamama dans laquelle se reproduit et se réalise la vie a le droit d'être respectée intégralement dans son existence, dans le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctionnalités et ses processus évolutifs. La nature a le droit de réparation. Cette réparation sera indépendante de l'obligation qu'ont l'État et les personnes physiques et juridiques d'indemniser les individus et les collectivités qui dépendent des systèmes naturels affectés. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment un changement radical par rapport au droit de l'environnement classique et européen qui considère que on porte atteinte, on doit protéger la nature que parce que la nature va, par réciprocité, avoir des conséquences sur les êtres humains. Et bien sûr, l'État appliquera des principes de précaution et de restriction dans les activités qui pourraient mener à l'extinction des espèces, la destruction des écosystèmes et l'altération permanente des cycles naturels. Dans les deux constitutions, on interdit d'introduire des organismes et matériaux biologiques et non biologiques qui pourraient altérer définitivement le patrimoine génétique national, etc. etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, nous, faire une recension d'un événement dont on a peu entendu parler en Occident, mais qui a été fondamental dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'humanité, et dans l'histoire du droit. C'est le premier cas d'un procès d'une rivière contre des humains, et je voudrais vous en parler un petit peu tout de suite. Nous détaillons un petit peu ça dans la revue Orbs qui est ici. Donc en Équateur, en 2011, il y a une municipalité, la municipalité de Loja, qui a décidé de construire une route. Et ils construisent une route le long d'une rivière. Et en construisant la route, ils vont porter atteinte à la rivière et ils vont la polluer, ils vont lui changer le cours, ça va porter atteinte aux espèces composant la rivière, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, ce ne sont pas les paysans ou les gens qui ont vécu, qui ont subi les conséquences de cette transformation de la rivière qui ont porté plainte. Ce sont des personnes complètement indépendantes du fait qui ont porté plainte au nom de la rivière, c'est-à-dire vraiment pour le compte de la rivière. Et ce qui est fabuleux, c'est que le procès, le compte-rendu du procès le dit clairement. Le procès, ce ne sont pas des plaignants contre des accusés, c'est la rivière qui, en se basant sur le témoignage de certains plaignants, certes, va accuser la mairie de cette communauté. Et comment déjà cet élément simple a pu être possible? C'est grâce donc à un principe de juridiction universelle qui est très intéressant, qui est très concret, qui permet en fait à n'importe quelle personne dans le monde entier de pouvoir porter plainte contre n'importe quelle autre personne juridique au nom de la nature. Et donc c'est ce qui s'est passé par exemple avec lorsqu'il y a eu le bateau de BP qui dans le golfe du Mexique, là aussi, ça n'avait rien à voir avec l'Équateur, mais pourtant il y a des gens qui ont porté plainte dans les tribunaux équatoriens au nom du golfe du Mexique.
entité qui devient sujet de droit, du coup. Et c'est ce qu'on appelle le principe de juridiction universelle, et qui est inspiré, d'ailleurs très intéressant, qui est inspiré du droit lorsqu'on a voulu traîner dans les tribunaux les acteurs des dictatures militaires et tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait un principe de juridiction universelle. La traque des nazis, justement, aussi était faite sur la base de cette idée-là. On pouvait aller porter plainte contre un nazi ou contre un ancien dictateur militaire en n'importe quel endroit du monde. Donc c'est un peu le même principe. C'est déjà, et c'est intéressant, vous par exemple, si vous êtes témoin d'un acte contre la nature, par exemple, je ne sais pas, le parc des volcans, vous pouvez aujourd'hui saisir le tribunal en Équateur au nom des parcs des volcans, ou en tout cas des volcans en général, parce que le parc des volcans c'est déjà une entité moderne, on va dire, mais vous pouvez aller protéger les volcans d'Auvergne dans les tribunaux équatoriens. Je vous donne des idées comme ça si jamais vous avez des envies. Et le droit a cette violence-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le droit est violent. Et l'Anthropocène a besoin, non, on n'a pas besoin d'éco-responsabilité, on a besoin d'une violence. Et il faut se le dire, il faut arrêter de penser qu'on va réussir à... C'est ma position que j'essaie de vous partager. Il faut arrêter de penser qu'on va réussir par l'éducation, par la bonne volonté. C'est des choses très bien, c'est des choses qui fonctionnent aussi. Mais la violence du droit, c'est peut-être une violence qui est salutaire dans certains cas. Parce que la violence du droit, ça fait réfléchir 2 fois, 3 fois, 4 fois les responsables d'entreprises qui vont faire de l'exploitation minière ou hydrocarbonifère dans n'importe quelle région du monde. Vous l'avez vu avec les Panama Papers, juste exposer au monde quelques magouilles financières et fiscales, déjà ça a quand même zigouillé un certain nombre d'êtres puissants. Le même cas, alors pour continuer sur l'Équateur, très intéressant, sur le procès de l'Équateur, la première chose qu'a faite la municipalité, c'est de dire non mais attendez, c'est quoi ce délire, on ne peut plus rien faire sur la nature, l'intérêt public est au-dessus de l'intérêt environnemental. L'avocat de la mairie de Loja dit ça. Sauf que les constitutionnalistes sont allés voir la constitution politique équatorienne et disent vous dites l'intérêt public est au-dessus de l'intérêt environnemental. Bah, le problème c'est que l'environnement est public. L'environnement est une entité de ce public que nous sommes tous, c'est-à-dire tous les êtres humains. Donc votre argument balayé. Donc le premier point à faveur de la rivière, 1-0. 0 pour la communauté. Deuxième débat, c'est autour de la fameuse notion de porte-parole. Donc l'avocate de la mairie qui dit, en se foutant un peu de la gueule du monde, mais attendez, la rivière, comment elle peut porter plainte, c'est quoi ce délire? Vous n'avez aucune capacité à être porte-parole de la rivière. La rivière, dans tous les cas, la rivière ne parle pas. Peut-être qu'elle ne te parle pas à toi, mais ça parle à beaucoup de gens, et une majorité des gens sur la planète. Donc cette position de la mairie de Loja, de dire les porte-paroles, quelle légitimité ils ont, la constitution équatorienne le prévoit, tout l'État, les communautés indigènes, les scientifiques aussi, parce que les scientifiques, on oublie, mais comme le dit Michel Serres ou Bruno Latour, des penseurs qui ont beaucoup travaillé sur la science, la science, c'est un porte-parole quasi chamanique, finalement, de la nature. Donc les indigènes, les scientifiques, l'État, les organismes écologiques, les organisations de défense de l'écologie, tout ça, ce sont des porte-paroles de la nature en Équateur, des porte-paroles valables qui peuvent expliquer que la rivière a porté plainte. Et dans tous les cas, innovation majeure de la constitution équatorienne, et qui est absolument géniale à mon avis, c'est que pour éviter tous ces conflits de qui est porte-parole de tout ça,
l'Équateur va s'inspirer du droit des enfants et des handicapés dans le droit moderne européen et dire tout simplement on va mettre un article qui dit que la charge de la preuve doit revenir aux accusés. Donc c'est celui qui porte atteinte à la nature qui doit démontrer qu'il n'a pas porté atteinte à la nature. Et en fait, ça c'est une innovation majeure parce que, pendant très longtemps, on a critiqué le droit de la nature en Équateur, le droit de la Pachamama en Bolivie, en disant, mais qui est porte-parole de la nature ne peut pas parler, etc. Ils ont dit, mais dans le droit moderne, il y a plein de parties prenantes qui ne peuvent pas parler et qui ne parlent pas tout seuls. Ils ont besoin de gens, de scientifiques, de médecins, de psychologues, etc., pour représenter la nature. Et c'est tout. Et dans tous les cas, quand vous portez atteinte à un mineur en Occident, c'est à l'accusé de devoir stipuler qu'il n'a rien fait. En fait, c'est l'inversement de la charge de la preuve lorsqu'un accusé ne peut pas se défendre dans les mêmes termes que l'accusé. Donc ça, c'est une vraie innovation et qui a permis de traîner en justice pas mal d'affaires là-dessus. Alors juste comme extension, récemment, comme je vous le disais, donc la Nouvelle-Zélande a donné, en s'inspirant du cas équatorien et bolivien, a donné le statut de personnalité juridique à une rivière, la rivière Wanganui, et qui, là aussi, s'inspire de cette même idée que les entités non humaines, les entités de la nature, sont des sujets politiques, sont des sujets de droit, et du coup, ça reconfigure complètement les choses, parce que porter atteinte à la nature, c'est finalement la même chose que porter atteinte à des êtres humains directement. Donc c'est des reconfigurations philosophiques, bien sûr, c'est des reconfigurations politiques, c'est des reconfigurations légales, essentiellement. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et je conclurai par ça, c'est que tout simplement, le droit de la nature, le droit de la Pachamama, le droit de la terre-mère, qu'on croit ou pas à la terre-mère, peu importe, les indigènes, ils ont érigé une Pachamama qui est une Pachamama du futur, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'indigénisme, c'est-à-dire la pensée philosophique, politique, scientifique des indigènes, n'est pas une pensée réservoir à tradition. Ce n'est pas un passé qui est folklorique, qui est bien sympa, qui montre qu'il y a une diversité culturelle, mais c'est un futur à composer. L'indigénisme, c'est ce qui, selon la pensée indigène, c'est ce qui va nous arriver, en fait. Et d'ailleurs, moi je pense que, comme Viveiros de Castro le dit, qui est un anthropologue brésilien que j'aime beaucoup lire, et qui, à mon avis, a raison sur ce point-là, qui est le plus armé pour gérer la fin du monde, lui dit que c'est les communautés indigènes, parce que en 1492 et pendant 200-300 ans de colonisation féroce, ils ont vécu en fait la fin du monde. Ils ont vécu une extermination de 90% de leur population. Ils ont vécu la transformation radicale de leur mode de vie, de leur espace, de leur géographie, exactement ce qui est en train de nous arriver. Nous, les modernes, qui nous sommes émancipés de toute nature, justement, nous sommes en train de vivre ça. Des espaces de plus en plus petits, des territoires qui disparaissent, des choses qu'on pensait sacrées qui deviennent de plus en plus désuètes, la science, la technologie, qui finalement commence à s'effriter comme paradigme qui nous guide depuis la modernité. Et aujourd'hui, on devrait s'inspirer justement de ces initiatives indigènes et indigénistes, non pas parce que c'est des réservoirs à tradition pour anthropologues en mal de dépaysement et tout ça, mais justement parce que c'est des réservoirs politiques essentiels et radicaux. C'est ça le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez